Bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cet atelier où nous allons parler de comment définir et piloter une stratégie climat qui soit ambitieuse. Donc, je suis Mathilde Ron, je suis consultante stratégie climat chez Weekend et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Arnaud Thivan, qui est responsable RSE chez Epalia, et de Valentine Bourgeot, responsable RSE chez Janssen. Donc, merci beaucoup à tous les deux d'être présents et d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, on va vous parler de qu'est-ce que c'est une stratégie climat et comment on fait pour la piloter, notamment à travers votre retour d'expérience. Et je prendrai quelques minutes à la fin de cette présentation pour vous présenter la méthodologie acte pas à pas de l'ADEME qui aide à définir une stratégie climat ambitieuse. Et on gardera quelques temps pour les questions. Avant de commencer à échanger là-dessus, je voulais vous parler de Weekend, nous qui on est et pourquoi on a décidé de faire aujourd'hui cet atelier sur ce que c'est une stratégie climat qui est ambitieuse. Donc chez Weekend, on a notre méthode qui est basée sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est le collectif. Le collectif, c'est à la fois un échange de bonnes pratiques, donc comment on va en fait pouvoir ensemble trouver des solutions pour certains secteurs et avancer ensemble, mais c'est aussi pour ce qu'on appelle, nous, l'émulation qui soit positive. On sait qu'il y a beaucoup de responsables RSE qui peuvent se sentir un petit peu seuls dans leur fonction, qui peuvent aussi, ça peut être une étiquette, enfin, je vous laisserai en parler un peu plus en détail, hein, mais qui peut vous avoir été collé à un certain moment. Et donc l'objectif de nos programmes collectifs, c'est aussi de travailler ensemble, d'avoir ce soutien mutuel et de trouver ensemble des bonnes idées et de faire fonctionner l'intelligence collective. Donc ça, c'est vraiment la force et le cœur de notre méthode. Ensuite, on a la formation, parce qu'on pense concrètement vis-à-vis de ces enjeux du dérèglement climatique, que l'important, c'est d'avoir dans chacune des entreprises des personnes, des collaborateurs qui soient formés, qui connaissent en fait ces enjeux, qui sont capables de piloter la formation et qui sont capables de piloter la stratégie climat. On a ensuite évidemment l'expertise. Donc nous, chez Weekend, on a décidé, effectivement, j'ai oublié de le préciser, on est une entreprise où on travaille en fait à la décarbonation, à aider la transition écologique des entreprises et tous leurs enjeux ESG. Et du coup, on a décidé de s'acter et de travailler sur 8 secteurs principaux, donc 8 secteurs à fort enjeu de décarbonation, dans lesquels nous avons développé notre expertise. Et au cours de nos programmes, on fait aussi intervenir des experts pour des sujets plus spécifiques. Donc on travaille à la fois avec des consultants experts et à la fois avec tout un réseau d'experts qu'on va pouvoir venir mobiliser. Et enfin, des outils, tout simplement, ça c'est pour gagner en efficacité, gagner en temps et pouvoir avoir des outils qui vous permettent de piloter votre stratégie climat. Concrètement, chez Weekend, en fait, on a mis en place une plateforme à la fois de comptabilité carbone et pour la CSRD. Et notre cœur de métier, c'est vraiment l'accompagnement, donc vis-à-vis de programmes sectoriels, un accompagnement à la fois pour faire votre bilan carbone si vous n'avez pas encore fait votre bilan carbone, et ensuite on a des accompagnements à la stratégie climat et sur la CSRD. Et donc aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler de la stratégie climat, et on va donc avoir Valentine et Arnaud pour leur retour d'expérience. Donc, je vous propose de tout d'abord commencer par vous présenter, donc nous dire qui vous êtes, qui est votre entreprise. Et Arnaud, je te laisse débuter. Merci. Bonjour, Arnaud Thivan, responsable RSE d'Epalia. Quelques slides très vite, je ne vais pas vous en donner une dizaine. C'est une petite carte d'identité de qui est Epalia. Epalia, c'est un acteur de l'économie circulaire en France depuis plus de 40 ans. Qui opère, vous le voyez, sur tout le territoire national, avec son siège social qui est basé à Lyon. Et notre métier, c'est de faire en sorte que toutes les palettes qui sont utilisées pour la manutention de toutes les marchandises en France aient une deuxième vie et soient réemployées. Quand je dis une deuxième vie, c'est une xème vie, le plus de vie possible. Pour ça, on est à peu près 400 personnes. Les chiffres ont un peu évolué dernièrement et 200 emplois directs avec des partenaires. Et on brasse à peu près 16 millions de palettes par an. Un métier qui est très manuel. Si tu peux, pour terminer cette carte d'identité, vous avez ici à quoi ressemble un site Epalia lambda, on va dire, avec au centre souvent un atelier de réparation et de tri, et tout autour des volumes de palettes qui sont traités en logistique. Ce qu'on peut constater ici, en fait, c'est qu'en termes d'enjeux RSE, par exemple,
on a un métier qui est excessivement manuel. Donc avec une grosse contrainte sur les hommes. Et on est quasiment dans la chaîne de valeur de la palette, les seuls qui touchons la palette à la main. Nos clients les utilisent souvent avec des chariots élévateurs, avec des dépileurs de palettes, et nous, c'est très manuel. Et l'explication de ça, c'est que dans ces 16 millions de palettes, il y a à peu près 250 formats différents. Et automatiser des choses avec des formats différents, c'est d'une complexité sans nom. Mais ça relève quand même un de nos enjeux RSE et de nos ambitions 2030 pour ça. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Valentine, je te laisse prendre la suite. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, je suis Valentine Bourgeot. Je suis responsable de la RSE pour Janssen France. Donc, Janssen, c'est un laboratoire pharmaceutique qui est axé sur l'innovation. Donc, on met sur le marché des médicaments en prescription hospitalière sur les différentes aires thérapeutiques que vous voyez à l'écran. Donc, par exemple, oncologie, hématologie, immunologie et j'en passe. Et donc en France, on est une filiale commerciale et on est filiale d'un groupe américain qui s'appelle Johnson & Johnson. Et donc notre particularité, on en reparlera quand on rentrera dans le sujet du bilan carbone, c'est qu'on peut être assimilé à une entreprise tertiaire puisqu'on n'a pas de site de production dans notre périmètre. Génial, merci beaucoup. Alors pour parler un petit peu de vous, pourquoi vous vous êtes lancé dans cette démarche? Donc pourquoi vos entreprises ont décidé de se lancer dans une démarche de transition? D'où est venu le besoin? Comment vous vous êtes structuré concrètement? Alors pour ce qui est d'Epalia, en termes d'histoire, Epalia a été jusqu'à 2018 une filiale du groupe Suez. Et à la sortie du groupe, il y a eu un très gros travail sur l'identité du groupe, l'identité de la société. Et il y a eu un travail sur les valeurs et la raison d'être. Un travail qui a été très collectif avec toutes les strates de l'entreprise qui ont travaillé sur le sujet. Un travail de qualité qui a été fait et qui a abouti à un changement d'identité visuelle et à l'expression de ces valeurs qui sont affichées à peu près de partout et répétées autant que possible au quotidien. Et en 2021, par la volonté de notre dirigeant, on a intégré la Convention des entreprises pour le climat, qui est un mouvement collectif comme le prône We40 aussi au niveau collectif. Et on a travaillé en binôme dans la Convention d'entreprise pour le climat avec mon dirigeant. Et du coup, on a initié cette démarche-là un peu de manière purement volontaire en disant on est légitime en tant qu'économie circulaire à dire il faut qu'on traite ces enjeux-là et le faire sérieusement. Du coup, ces valeurs et cette raison d'être-là sont toujours en place depuis 5-6 ans maintenant et sont le support de ce démarrage. Pour ma part, je vais faire une réponse à 2 niveaux, ce qui sera souvent le cas dans mes réponses, que ça reflète justement le fonctionnement de mon organisation. Donc nous, à l'échelle du groupe Johnson & Johnson, il y a depuis près de 20 ans des engagements en matière de réchauffement climatique, avec aujourd'hui des engagements qui sont certifiés SBTI. Et c'est une stratégie climat qui est gérée à l'échelle monde et en cross-secteur, puisqu'on a à la fois une partie pharma et une partie dispositifs médicaux. Ce qui fait que nous, initialement, en tant que filiale française, on ne se posait pas forcément la question du réchauffement climatique et on ne l'adressait pas en interne dans nos activités vraiment franco-françaises, puisqu'il y avait cette stratégie monde. Et tout ça a changé en 2012 avec la réglementation sur le bilan carbone et c'est vraiment ce levier réglementaire qui nous a permis d'entrer dans le sujet. Un sujet qui a été traité initialement avec une externalisation. Les bilans carbone étaient faits par des consultants externes. Donc on a eu un bilan carbone en 2012, en 2015, en 2019. Et ce qu'on voyait, c'est qu'à chaque fois, on avait une certaine difficulté à vraiment s'approprier le sujet et à piloter efficacement notre stratégie climat et notre trajectoire de décarbonation entre la réalisation de ces bilans. Et du coup, chez nous, ça a changé en 2021, quand notre syndicat d'entreprise, le LEM, nous a offert la possibilité de travailler avec WeCompte. Et c'est à ce moment-là qu'on a internalisé le sujet et qu'on fait maintenant notre bilan carbone de manière annuelle avec vraiment un pilotage et une gouvernance au sein de la filiale française. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les grands axes stratégiques que vous avez identifiés dans votre entreprise et les actions phares que vous souhaiterez nous présenter aujourd'hui, que vous avez pu mettre en place et concrètement où vous en êtes après avoir commencé votre stratégie climat? Plusieurs niveaux.
l'embarquement dans la Convention des entreprises pour le climat, l'ambition était de produire une feuille de route de transition écologique des Palia à l'horizon 2030, avec l'ambition de devenir régénératif. Donc ne pas être juste en compensation de nos impacts, mais en revitalisation des espaces. Et donc l'idée a été de dire la stratégie climat, elle ne doit pas se limiter au carbone, à la comptabilité carbone, mais quand même, quand on veut aller là-dessus, il faut quand même avoir une idée d'où on part. Et à l'époque, chez Palia, il n'y avait eu aucun bilan carbone de fait de manière relativement sérieuse, et aucune obligation réglementaire de le faire d'ailleurs non plus. Donc on a commencé par la sphère carbone, et en se disant que on manipule une ressource, le bois, qui est en lien direct avec le vivant. On a toujours tendance à se poser la question, quel est notre lien en entreprise avec le vivant ? Déjà, notre lien, nous, avec le vivant, vous avez vu dans la carte d'identité, c'est 400 personnes. Dans la biodiversité, il y a les êtres humains, déjà. Et puis, il y a la ressource bois, il y a la ressource en eau aussi, qui est un impact important. Et dans ces piliers-là, dans ces axes stratégiques-là, même si le carbone, la comptabilité carbone, c'est pas tout, c'est quand même un incontournable qui permet quand même d'avoir des bases solides pour se dire où est-ce que je peux aller ou comment je peux progresser. Et qui maintenant, peut-être moins déjà en 2021, mais maintenant parle à tout le monde en tout cas. Merci. Alors nous, au niveau du scope 1 et 2, on va avoir 2 axes principaux. On va avoir tout ce qui est diminution des consommations énergétiques. Donc là, il y a des enjeux d'optimisation des procédés sur nos sites de production. Il y a aussi tout ce qui est management de l'énergie avec tout ce qui est ISO 50001. Il y a aussi l'enjeu de déployer sur la diminution des consommations énergétiques au sein de notre site au sein de notre site français, donc notre siège. On a aussi un plan de sobriété en 2021 qui nous a permis de réduire nos consommations énergétiques de 23%. Et on va aller encore plus loin en déménageant dans un bâtiment qui est plus petit. Merci au télétravail et au changement des modes de travail avec le flex office. Et puis aussi un bâtiment qui est moins consommateur. Et puis on investit aussi dans les énergies renouvelables, donc avec 100% d'électricité issue du renouvelable depuis 2023. Et on investit aussi sur ce qui est géothermie profonde pour tous les enjeux liés à la chaleur sur nos sites de production. Et puis nous, comme on est une entreprise tertiaire au niveau de la filiale française, on a des enjeux forts sur le scope 3. Vous l'imaginez, c'est près de 95% de nos émissions de CO2, avec un enjeu hyper important sur les achats. Les achats, c'est 80% de nos émissions. Et donc du coup, là, c'est des actions sur la sélection des fournisseurs pour intégrer le climat dans les appels d'offres, dans la contractualisation. Aussi des enjeux sur l'amélioration continue, comment est-ce qu'on accompagne nos fournisseurs avec des programmes d'évaluation et d'accompagnement qui se basent notamment sur EcoVadis. Et puis il y a aussi sur le scope 3 des enjeux collectifs qui sont hyper importants, puisque des entreprises d'un même secteur ou d'une même typologie vont avoir les mêmes fournisseurs. Donc du coup, on participe aussi à des programmes collectifs, par exemple pour accompagner la décarbonation des fournisseurs de matières premières de l'industrie pharma. Et puis, il y a aussi des enjeux au-delà du bilan carbone. Par exemple, nous, en fait, le bilan carbone d'un laboratoire pharma, souvent, il s'arrête à la livraison du médicament dans les pharmacies hospitalières ou dans les pharmacies de ville. Ça, c'est ce qu'on a vu dans notre référentiel sectoriel. Mais pour autant, des fois, il y a des enjeux, par exemple, nous, sur le parcours de soins. Quand on parle, par exemple, d'une chimiothérapie, le patient va se déplacer à l'hôpital, va y avoir des examens qui sont réalisés, il y a aussi des journées d'hospitalisation potentiellement. Donc ça, c'est des choses qu'on commence aussi à quantifier en termes d'émissions de CO2 sur le parcours de soins. Merci beaucoup. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous expliquer la gouvernance que vous avez mis en place, comment vous pilotez ce projet aujourd'hui en tant que responsable RSE ? Comme tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, au départ, on est un peu seul. Moi, j'avais la chance d'être en binôme avec mon dirigeant, mais au quotidien, quand même, on est un peu seul. On a travaillé à plusieurs niveaux. L'idée est de dire qu'il y a forcément un impact au niveau du COMEX, CODIR, qui est important. Donc, il y a un comité RSE trimestriel qui est là pour cadrer assurer le recadrage à la feuille de route, l'avancement de tous les projets. Et après, par
sur tous les domaines sur lesquels on travaille, le bilan carbone, la performance énergétique également, les enjeux sociaux, il y a des fonctionnements par petits groupes de travail, dont le pilote est souvent le même, à savoir moi. Mais des groupes de travail qui sont issus de toute la carte de France que vous avez vue tout à l'heure. Et du coup, l'idée est de travailler un peu en mode laboratoire sur ces groupes de travail-là. C'est pas de dire je fais ce que je décide de tout, non, mais je suis un laboratoire d'idées, je fais remonter des choses, je teste des choses localement. Et si ça fonctionne, eh ben, on déploie nationalement. Et on se pose pas plus de questions que ça, et ça ne demande pas forcément de validation CODIR. Alors, de notre côté, déjà, on a la chance d'avoir des ressources dédiées au climat. Donc moi, par exemple, c'est dans ma fiche de poste, et ça, je pense que déjà, c'est un point très important qui n'est pas si évident pour une filiale commerciale. Mais derrière, l'enjeu, c'est bien évidemment de s'appuyer sur tous nos collaborateurs. Et pour ça, on a différents niveaux de gouvernance. On a, premièrement, ce qu'on appelle, nous, l'équipe climat, dans laquelle on va avoir tous les contributeurs du bilan carbone et tous les collaborateurs qui portent des projets qui sont liés à la décarbonation. Derrière, on a aussi un comité RSE, dans lequel on a la chance d'avoir des membres du comité de direction. Et ça, c'est un point important parce que du coup, ça permet d'avoir une impulsion. Et dans ce comité RSE, on a aussi une représentation très transverse, ce qui est très utile quand on discute des enjeux climat. Et puis, bien sûr, derrière, on a un reporting en comité de direction qui, en général, est annuel, où on prend un long moment pour discuter avec eux de ces enjeux climat et justement voir où est-ce qu'on en est de notre trajectoire de décarbonation. Et puis, derrière, le but, c'est aussi d'engager tous les collaborateurs. Donc, ça passe forcément par de la communication, par de la sensibilisation, et aussi, comme je vous le disais, par le fait de créer des moments dédiés pour que les collaborateurs puissent s'exprimer. Et nous, c'est ce qu'on avait fait au tout début, quand on a commencé notre trajectoire de décarbonation, avec des groupes de travail sur des sujets spécifiques, pour justement faire de l'idéation et générer des pistes de diminution. Et justement, pour rebondir là-dessus, comment vous avez réussi à embarquer vos collaborateurs? Comment vous avez réussi à embarquer votre direction? Globalement, comment vous avez réussi à embarquer l'interne? Et peut-être qu'est-ce qu'il reste à faire aussi? Il reste beaucoup à faire. 2030 n'est pas encore là, et l'ambition, elle est 2030. Comment on a embarqué la fusée? Elle a plusieurs étages. Le premier embarquement, c'est qu'on a embarqué tous les cadres de l'entreprise lors d'un séminaire, et il y a 2 ans de ça maintenant. Le séminaire, c'est la première fois qu'ils ont vécu un séminaire dans lequel on ne parlait pas d'activité, de volume palette, de chiffre d'affaires. On n'a parlé que climat. L'idée, c'était de faire ça. Et avant ça, on avait créé des moments de montée en compétence sur le constat pour tout le monde. Et en fait, ces moments-là, on les a gardés. Et tous les mois, il y a un moment qui s'appelle Planète Palette. C'est pas très ingénieux, mais ils l'ont voulu comme ça, dans lequel on partage des ressources et on fait des débats sur le sujet. Et tout type de ressources, de la vulgarisation, de la technique sur la finance carbone, enfin sur tout type de support. Et l'idée, c'est que petit à petit, ce rendez-vous-là, il ne soit pas que pour les cadres, il soit aussi pour tous les sites partout en France. Et ça commence à vivre, à se développer, et ça va encore plus se développer. Et puis après, il faut le rendre très concret pour nos collègues. Et il y a des choses on a changé de siège social il y a à peine 1 an. Il y a des gens qui se sont mis au vélo et au transport en commun. J'aurais jamais mis un billet dessus. Alors je considère que tout ce qu'on fait en termes d'acculturation sur le sujet, d'échange, participe à ça. Et on le fait surtout surtout pas avec un angle d'experts qui connaissons. On a besoin d'experts, d'ailleurs, on en prend quelques-uns avec nous pour nous aider pour ça. Et l'idée est vraiment de dire, on vous propose ça, saisissez-vous de ce sujet-là si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, on vous jugera pas. Moi, j'anime ces ateliers 1 fois par mois, entre midi et 2. Il y a 30 personnes dans les bureaux, et s'il y en a 10 qui sont là, c'est magnifique. C'est pas grave, mais j'entends des gens qui m'en parlent alors que je partage la ressource, et ils n'étaient pas présents. Et puis j'en entends qui ne m'en parleront jamais. Mais au moins, on incite les gens à se saisir du sujet. Et on plante des graines. Et quand on plante des graines et qu'on les arrose pas trop mal, en principe, on obtient
soit des fruits, soit des légumes, soit des belles plantes. Et j'aime beaucoup cette idée de la graine. Effectivement, je pense que c'est hyper important à garder en tête, parce que des fois, ça peut être un peu frustrant, ces sujets d'embarquement, parce que c'est des sujets qui prennent vraiment du temps. Donc je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un sujet long terme, où effectivement, on plante une graine et ça va germer à un moment. Pour autant, il y a quand même des choses qui sont des game changers, excusez-moi pour l'anglicisme. Nous, ça a été le cas avec la fraise du climat. On l'a fait pour tous nos collaborateurs, pareil, pendant un séminaire, et ça a été un moment hyper fort. Il y a vraiment eu un avant-après, où on a vu que c'était le petit début, on va dire, du climat qui a commencé à rentrer dans la culture de l'entreprise. Et notamment, ce qui a été intéressant, c'est qu'après la fraise du climat, il y a des gens qui sont venus nous voir en disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est pas possible qu'on reste sans s'engager ». Et du coup, on a recruté du monde dans les comités RSE, dans les équipes CLIA, et notamment des personnes du comité de direction. Et au sein du comité de direction, justement, on a fait l'année dernière une formation. On a pris 12 heures avec notre comité de direction. On a fait du contenu sur mesure. On a fait intervenir notamment des experts sur le climat. Et ça a été, je pense, vraiment pareil. Il y a eu un avant-après, parce qu'aujourd'hui, on a un comité de direction en France qui est mature, où ça fait que quand on vient présenter le bilan carbone, déjà, on gagne du temps, parce qu'on ne passe plus du temps à se dire « mais comment ça marche ? C'est quoi un bilan carbone ?» etc. Au moins, les sujets sont clairs. Et puis, on voit qu'il y a vraiment de la réceptivité en face. Et puis, je pense que le dernier point pour embarquer, c'est aussi de faire le lien avec son activité. Nous, dans le secteur de la santé, on s'est beaucoup basé sur le travail du Shift, qui fait un travail vraiment remarquable, pour montrer l'impact du secteur de la santé sur le climat. C'est 8% des émissions nationales. Et c'est un lien avec notre secteur d'activité, puisque en tant qu'entreprise pharmaceutique, notre enjeu, c'est de préserver la santé des patients, sauf qu'en produisant des médicaments et de par nos activités, on dégrade l'environnement, ce qui dégrade la santé. Donc le fait d'amener ça, ça a permis une prise de conscience par rapport au secteur. Et en faisant lien avec les activités aussi, je pense qu'il ne faut pas être naïf non plus. Le business drive beaucoup de choses. Et du coup, faire le lien avec les appels d'offres, faire le lien avec les enjeux business, c'est des choses qui marchent aussi pour générer de l'engagement. Et donc, si on prend un petit peu de recul, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette démarche ? Que ce soit à vous, que ce soit à votre entreprise ? C'est une des premières fois dans toute ma carrière, et qui commence depuis le temps que je dis que ça fait 25 ans que je travaille, ça doit bientôt faire 30, où je pense être au bon endroit au bon moment, et là où il faut être. Et que... je pense, j'espère pour vous en tout cas que c'est le cas, mais on recherche tous à un moment donné une forme d'alignement entre ce qu'on est le week-end et le soir et ce qu'on est la journée. Et quand ça arrive, c'est pas l'extase, parce que bon, ça reste du travail quand même, mais c'est quand même pas mal. Et puis on se lève quand même le matin avec un peu plus d'envie que quand on est juste là pour l'alimentaire. C'est aussi le fait de dire, et c'est un verbatim énormément utilisé dans la méthodologie de la Convention d'entreprise pour le climat, c'est aussi le fait de dire que on se sent en action, et on aligne aussi la tête, le cœur et le corps. Et aller prendre aussi un petit peu les émotions dans le cœur dans une entreprise, c'est pas forcément hyper sexy, c'est pas forcément hyper tout le monde n'est pas forcément hyper à l'aise avec ça. Mais à un moment donné, aller capter les émotions des gens pour les faire basculer, évoluer, ça procure aussi un peu de plaisir quand même. Et puis pour Epalia, Epalia en fait, comme vous avez vu, je vous ai montré, on est acteur de l'économie circulaire. Vous posez la question aux gens, vous auriez posé la question en 2020, un peu avant le Covid, parce qu'après on avait d'autres soucis. On leur disait on va faire quelque chose pour l'environnement, pour le climat, et on dit attends, mais pas besoin nous, économie circulaire, on est vertueux par nature nous. C'est notre métier de faire en sorte que ça. Et en fait, quand on gratte un peu tout ça et qu'on analyse pas mal des enjeux, on se dit ok, on fait une partie du sujet. Par contre, on peut quand même questionner comment on le fait, cette partie du sujet, comment on opère. Parce que mine de rien, pour faire en sorte que vous puissiez... on répond à des besoins humains fondamentaux quand on gère des palettes. Ça peut paraître surprenant, mais on répond à au moins 3 besoins fondamentaux qui sont de se nourrir, de se loger, de se déplacer, et de se... non, j'en ai perdu un du coup. Se déplacer et... bref, j'en avais 3 en tête, bon c'est pas grave. Ça fera comme l'homme politique qui a toujours 2 sujets.
L'idée, c'est que vous ici, tous les équipements que vous avez, les vêtements que vous portez, sans aucune palette dans le monde, vous les auriez chez vous. Vous les auriez achetés dans un magasin ou sur Internet. Il y a toujours à un moment donné une palette qui l'a transporté, même un médicament. Et pourtant, c'est un produit auquel on accorde très peu de valeur pécuniaire, monétaire. Mais sans ça, en fait, les flux logistiques des entreprises n'existent pas. Donc on s'est dit, OK, on est légitime, nous, au regard des enjeux, et notre métier, il a un futur, quel que soit le volume d'échange de produits dans le monde. Parce qu'on peut très bien transporter des produits avec une palette à 30 km de chez nous, au niveau de la région ou au niveau du pays. Nous, on se contente de pays un peu moins internationaux. Mais cette logique de vertueux par nature, elle tend à disparaître chez Palia. Elle tend à disparaître en disant, oui, c'est pas parce qu'on est vertueux, on a encore plein de choses à faire. Et les choses sont plutôt devant nous que derrière. Donc, il y a une vraie volonté des équipes de prendre leur part. Après, il y a des disparités comme partout. Je vous disais que j'avais un peu d'expérience professionnelle auparavant. Mon métier chez Palia, quand je suis arrivé chez Palia, c'était d'être en charge de la sécurité des hommes. Et quand on traite la sécurité des hommes, c'est comme dans toute démarche de transition. Il y a des gens que vous convaincrez jamais qui sont rouges. Il y a des gens qui sont déjà convaincus, il n'y a quasiment pas besoin de s'en occuper. Et il y a les autres milieux. C'est à peu près comme la politique d'ailleurs, vous me direz. C'est ceux-là qu'il faut aller convaincre. Et il n'y a rien de plus intéressant que d'aller faire ça. Merci beaucoup. Alors sur ce que ça nous a apporté, je pense que déjà, nous, on fait partie d'une organisation qui est très complexe. Donc du coup, grâce au bilan carbone et grâce à la stratégie climat, on a pu avoir une meilleure compréhension de notre chaîne de valeur, on a pu connecter avec des personnes de notre entreprise qu'on ne connaissait pas, on connaissait même des fois pas leur fonction. Et du coup, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de toute notre chaîne de valeur et de notre impact. Et ça nous a aussi permis, je pense, d'avoir vraiment de la crédibilité là où, en fait, avant, la RSE et tous les sujets environnementaux, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Là, avec la stratégie climat, on arrive avec un exercice de mesure, avec quelque chose qui est sérieux. Et quand, en 2012, on a commencé à faire ça, ça amène forcément de la crédibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne serait peut-être pas deux à travailler sur les sujets environnementaux si on n'avait pas eu cette crédibilité qui a été amenée par le bilan carbone et la stratégie climat. Et ça, c'est vrai à la fois au sein de la filiale française, mais aussi au sein du groupe où la France, actuellement, on est vu comme la filiale la plus avancée en matière d'environnement. Et c'est notamment parce qu'on a une réglementation française qui souvent est aussi en avance, mais aussi parce qu'on est très mature sur les sujets climat et qu'il y a certains postes sur lesquels on a même plus de précision parfois que le bilan carbone de notre groupe. Donc je pense que c'est vraiment la crédibilité et la légitimité qui est vraiment un point fort de cette démarche-là. Merci beaucoup. Pour finir, quels seraient vos 3 conseils clés que vous souhaitez partager? Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de votre expérience? Quoi faire pour passer à l'action? J'en trouve 3 alors. Des conseils clés. C'est le chiffre clé de la matinée. Déjà, soyez sûr d'une chose, si vous êtes à la tête de la stratégie climat de votre entreprise, seul vous n'irez pas très très loin. Donc, entourez-vous, documentez-vous, soyez ouverts à tout ce qui peut être dit, écrit, diffusé sur les sujets. Et donnez cette ouverture à vos collaborateurs, à vos collègues. Créez des espaces pour ça, parce que en fait, naturellement, ça va vous alimenter et ça va vous faciliter le travail. Et puis prenez aussi un peu de recul si vous avez déjà commencé à une ébauche de stratégie climat. Peut-être que vous n'y arriverez pas, peut-être que ça sera pas, vous n'arriverez pas à l'objectif. Nous, on s'est fixé l'objectif, par exemple, de dire que à l'horizon 2030, c'est moins 40% versus 2021 sur le bilan carbone. Timidement, à l'horizon 2023, on était à moins 7%. Et on se dit que peut-être qu'on n'est pas sûr d'y arriver. C'est pas grave en fait, parce que les feuilles de route, elles sont faites pour être écrites, réécrites, un peu comme les plannings logistiques, un peu comme des business plans, un peu comme tout. Et puis après, c'est de dire en fait, ne soyez pas que focus carbone. Et ça, je vous l'ai déjà un peu exprimé. Et si vous l'êtes,
De grâce, la solution, c'est pas la compensation. La compensation, c'est un peu trop facile. Je m'achète un blanc-seing, mais je continue à faire mon business comme d'habitude. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, je dis juste que ce n'est pas la solution ultime. Et il y a plein de choses à aller chercher sur le lien avec le vivant, même dans des activités comme les tiennes. Surtout où on voit que c'est l'humain qui est au centre de la santé, comme tu le disais dans ton activité, donc je pense que ça se rejoint effectivement. En tout cas, je suis alignée avec les points que tu as mentionnés. Peut-être pour compléter, je pense qu'effectivement, il y a la notion d'amélioration continue qui est hyper importante. En fait, quand on entre dans le sujet du climat, ça a l'air tellement énorme, et je pense qu'il faut mettre un pied dedans. Et ok, ce qu'on fait au début, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. C'est un exercice itératif et ça va s'améliorer au fur et à mesure. Et je pense que ça rejoint un autre point qui, nous, a été notre écueil, je pense, à un certain moment, qui est que ne pas oublier l'objectif final du bilan carbone, qui est de passer à l'action. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir des grands ordres de grandeur, et c'est pas grave si sur tel poste, la donnée n'est pas parfaite ou aussi fiable que ce qu'on aimerait. Et il ne faut pas passer trop de temps non plus, même si ça reste important, sur cette fiabilisation, pour pas que ça nous empêche de passer à l'action. Donc je pense que le passage à l'action doit vraiment rester le cap ultime. Et puis peut-être un dernier point, sur tous les sujets climat, je pense que c'est hyper important d'être vigilant sur la communication, que ce soit la communication interne, puisqu'on est sur un sujet qui est très technique, et quand on commence à rentrer un peu dans le sujet, on prend un peu les habitudes de vocabulaire, où on en parle comme si c'était assez simple. Pour autant, ça reste des sujets qui sont compliqués, et je pense qu'il faut toujours garder en tête l'enjeu de vulgarisation quand on en parle en interne, pour s'assurer qu'on puisse vraiment embarquer. Et puis, sur le pan de la communication externe, là, je pense qu'il faut être aussi extrêmement vigilant. Je pense que le sentiment que j'ai, c'est que dans beaucoup de cas, le greenwashing, c'est pas une volonté de faire du greenwashing, c'est juste des fois une difficulté à bien comprendre comment est-ce qu'on communique de manière pertinente sur ces enjeux climat. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus hésiter à se faire accompagner quand on veut communiquer en externe sur ces sujets, puisque ça reste très touchy et on sait qu'on est attendu au tournant et qu'on ne peut pas se permettre de mal communiquer sur ces sujets-là. Merci à tous les deux pour votre retour d'expérience. Merci à vous. Avant de passer un petit temps de questions-réponses, je vous propose de vous présenter la méthode Acte pas à pas, pour vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est qu'une stratégie climat et comment on peut faire pour la développer. Donc, la méthode Acte pas à pas que je vais vous présenter, c'est une méthodologie qui est internationale, qui a notamment été développée par l'ADEME, avec une origine de redevabilité climatique. Concrètement, cette méthode, elle est là pour définir une stratégie de transition pour une entreprise qui soit crédible, qui soit fiable et qui soit en accord avec l'accord de Paris. Donc, cette méthodologie, elle présente de nombreux outils et, et concrètement, quels sont les objectifs de la démarche Acte pas à pas ? La première, c'est donc de structurer une stratégie climat robuste. Je vais essayer de vous expliquer ça en quelques instants. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord de partir de la situation actuelle. Pour faire une stratégie climat, il faut déjà avoir une idée de où on en est au début, et donc d'avoir déjà réalisé un premier bilan de gaz à effet de serre. Ça, c'est vraiment le prérequis, d'avoir son image, où on en est, quelles sont mes émissions. D'avoir aussi potentiellement déjà réfléchi à notre trajectoire de réduction, au plan d'action, la gouvernance. Tout ça, ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, on va venir regarder où vous en êtes au tout début. Ensuite, on va venir partir dans une partie un peu plus concrète, identifier vos enjeux et vos défis. Donc ça, notamment, c'est tous les risques et toutes les opportunités que vous pouvez avoir dans un monde avec le dérèglement climatique, d'être capable de les identifier, d'être capable de les qualifier et aussi de les quantifier en fonction de différents scénarios prospectifs qui pourraient être liés à votre secteur d'activité. On aura un point après par rapport à la vision et à la stratégie. Donc dans la méthode ACT, l'objectif, c'est de se dire à quoi va ressembler mon entreprise en 2050. Donc de manière très qualitative, quelle sera mon entreprise en 2050, quelle est ma vision en 2040, en 2030, de partir du long terme et revenir petit à petit sur le moyen terme et sur le court terme. De se définir une trajectoire de réduction qui soit notamment compatible avec, alors ça c'est à choisir, mais nous on choisit de la faire compatible avec SBTi, donc compatible avec l'accord de Paris et avec ce que dit la science. De réfléchir à la gouvernance qu'on va utiliser et de mobiliser vos parties prenantes.
Et après, concrètement, on va faire un plan d'action chiffré. Donc avec des actions qu'on appelle Climate Smart, c'est-à-dire que chaque action, on connaît quel est son impact CO2, on connaît quels sont ses coûts, on connaît quelles sont leurs faisabilités, dans quel planning on va mettre tout cela en place. Donc ça, c'est une stratégie climat robuste. Le fait de faire ça, ça permet évidemment de valoriser votre engagement pour le climat, tout simplement parce que vous allez suivre une méthodologie qui est crédible, qui a été mise en place notamment par l'ADEME. Donc c'est un gage de confiance et on suit les standards évidemment internationaux, donc notamment le standard de la SBTi. Gros point qui arrive aussi, c'est d'anticiper les exigences réglementaires, donc notamment la CSRD. Alors la CSRD, je vais essayer de ne pas parler chinois pour tous ceux à qui ça ne parlerait pas, mais il y a le SRS E1 qui est lié au changement climatique. Et cet SRS E1, on va pouvoir beaucoup le préparer avec ACT. Donc il y a un webinaire qui a été fait sur comment ACT et la CSRD se répondent. Et donc dans ce webinaire, ils ont expliqué qu'il y avait 83% des données, donc qu'on appelle des DP, des data points, issus des DR, donc les Disclosure Requirements, qui sont traités dans ACT par rapport à cette SRS E1. Et concrètement, le SRS1, c'est celui qui a le plus d'indicateurs chiffrés. Donc voilà, c'est des choses auxquelles on va vraiment pouvoir répondre avec ce plan climat qui soit donc crédible par rapport à tout cela. Et enfin, bien évidemment, et ça c'est le but, hein, comme l'a rappelé Valentine, l'objectif c'est de passer à l'action, hein, c'est d'avancer concrètement sur cette transition bas carbone. Donc la méthodologie ACT, déjà, elle oblige la mobilisation, alors de votre CODIR, en tout cas de votre direction. Elle permet d'engager et de créer des équipes climat en interne qui soient formées et qui soient dans une démarche structurée et rythmée. Et nous, chez WeCount, comme on aime bien le collectif, on a décidé de faire ces programmes en collectif. Et donc, on a aussi mis en avant les bonnes pratiques, de pouvoir échanger avec ses pairs, de pouvoir travailler avec d'autres entreprises qui soient dans le même secteur pour pouvoir à la fois partager les réussites et les écueils et d'avancer concrètement dans la décarbonation de ces secteurs-là. Donc chez nous, ça s'apparente à une démarche qui est structurée sur 1 an, avec un collectif de 10 entreprises. Globalement, de manière générale, hein, c'est une démarche qui dure entre 1 an et 18 mois. Vous pourrez voir que nous, on a décidé de faire avec des journées en présentiel que vous voyez en rose, des temps de formation en jaune, notre plateforme de comptabilité carbone et un consultant qui vous est dédié tout le programme, avec en dessous les petits ronds, c'est des ateliers aussi pour votre CODIR. Si tout cela, ça vous intéresse, on pourra en reparler après. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aller sur le site ACT. Là, vous aurez toutes les informations à connaître. Vous pouvez aussi contacter l'ADEME, qui a mis en place cette méthodologie, notamment via vos référents régionaux. Et il y a aussi des personnes qui sont présentes à ce salon. Si vous êtes intéressé par rapport à comment ACT pourrait répondre à vos enjeux de la CSRD, il y a un webinaire qui est sorti il y a quelques semaines qui vous aidera donc à comprendre un peu mieux comment on peut relier ces enjeux. Et si vous avez des questions sur nous, ce qu'on fait chez WeCount, sur les programmes, soit vous venez me parler après, soit vous pouvez m'envoyer un mail, vous voyez mon mail ici. Et du coup, il nous reste quelques minutes pour prendre les questions. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou que ce soit surtout pour nos invités, n'hésitez pas. Je vous inviterai à prendre les micros qui sont situés dans la salle et on va y répondre avec plaisir. Alors, qui aurait une question ? Hop, ok, on va vous apporter un micro. On va voir. Ouais, c'est nickel. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions et vos explications. Je me présente Clémence Pétillon, je travaille chez Decathlon et j'ai une question sur le turnover. Vous avez beaucoup parlé d'humain, beaucoup parlé d'engagement, d'embarquer les gens, etc. Et je voulais savoir, vous avez fait du coup des premières initiatives tous les mois, etc. Est-ce que vous voyez une problématique de turnover avec notamment, je parle plutôt sur le côté cadre dirigeant qu'il faut en fait convaincre, qui sont souvent les plus difficiles à convaincre. Est-ce que vous avez une problématique sur le turnover des gens chez vous ? Peut-être, effectivement, je pense que c'est un point clé quand on parle de sensibilisation et de communication. Typiquement, nous, la formation qu'on a fait sur notre comité de direction, c'était il y a un an et demi. Et aujourd'hui, il y a eu déjà pas mal de turnover, effectivement, sur ce type de poste. Donc, on se pose la question, effectivement, de comment est-ce qu'on intègre cette communication, cette sensibilisation vraiment dans les activités quotidiennes. Et nous, on l'a fait, par exemple, la fraise du climat, maintenant c'est obligatoire pour tous les collaborateurs. Et pour notre comité de direction, nous, on va plutôt aller, comme je le disais, vers tous les cadres, tous les postes de management, sur des sessions
de formation régulière sur ces enjeux-là. Et après, sur l'ensemble des collaborateurs, on a des moments clés dans l'année où on partage sur ces sujets. Alors, sur la partie turnover, nous, sur la partie cadre, on n'a pas énormément de turnover, on va dire. Et si on en a, c'est presque moins grave. Il y en a certains qui sont partis et ils sont ailleurs, et c'est bien pour eux. Et puis maintenant, en fait, une chose que je n'ai pas dite, mais notre feuille de route qu'on a publiée pendant la CEC, elle est publique. On a des prises de parole sur LinkedIn, on a un site internet, et en fait, quand on est sur un public cadre qui arrive, il va voir ces supports-là. Donc, s'il arrive, il a déjà, s'il a passé tous ces stades-là, il s'est un peu renseigné sur nous. On a beaucoup plus de problématiques de turnover, par contre, sur le personnel opérationnel. Et là, c'est juste parce que le métier, il n'est pas sexy du tout, quoi. Personne ne s'est levé le matin en se disant, tiens, un jour, je vais aller trier de la palette. Ou en réparer. Et un chiffre là-dessus, un trieur, c'est 800 palettes par jour, 15 kilos la palette. Donc voilà pourquoi on a ces problématiques-là. Donc c'est un de nos gros enjeux, en fait. C'est pour ça que je disais, dans une stratégie climat, il y a aussi un peu d'autres choses. C'est que le jour où on aura solutionné ça, on aura répondu beaucoup. Merci. Alors, on va vous faire passer les micros. Merci beaucoup pour vos prises de parole et vos retours d'expérience, c'était très intéressant. Je travaille chez Goodwill Management, on accompagne des entreprises sur Act pas à pas. Et globalement, j'avais une question qui était, en fait, Act pas à pas, c'est assez spécifique à une équipe de pilotage côté entreprise. Moi, je m'adresse surtout à des codires. Et ces personnes-là, elles me demandent souvent des outils, des façons d'animer des ateliers pour embarquer les collaborateurs. Vous, dans vos prises de parole, vous avez dit que voilà, une des clés que vous avez identifiées dans vos entreprises, c'était mobiliser les collaborateurs. Et je me demandais voilà, si vous aviez des pistes, des conseils sur comment est-ce que vous l'avez fait. Vous avez parlé de groupes de travail, etc. Mais je me demandais comment est-ce que voilà, vous mobilisez vos collaborateurs sur Act spécifiquement et sur voilà, la réflexion, par exemple, vision, stratégie, etc., qui sont des ateliers plutôt en petit comité d'habitude. Alors, si tu me permets, nous on a commencé, moi je me suis formé à la facilitation en fait, déjà, pour savoir animer des ateliers et travailler sur le sujet. Et au travers des ateliers qu'on a réalisés, on a fait des ateliers en disant, bah voyez cette feuille de route là qu'on a pondue, elle est devenue réalité. Là, ce que vous vivez maintenant, on va dire qu'on est en 2030, c'est une réalité. Déjà c'est ambitieux, ça me met la pression à moi. Mais aussi et surtout, ça permet aux gens de dire je sais où je suis maintenant réellement, je sais où je veux aller. Et la facilitation, moi, m'a aidé à les mettre dans ce mood-là. Après, je crois beaucoup à l'art de la suscitation, allez-y, venez voir, intéressez-vous, mais surtout pas à l'obligation de participer à quelque chose auquel, par défaut, j'ai pas spécialement envie. Et puis, bon, me parler de climat dans mon boulot, moi je suis là pour faire mon boulot. Donc, il y a des choses comme ça où il faut susciter l'envie de venir. Et si les gens viennent pas, ne le prenez pas personnellement. Moi, j'ai abandonné le sentiment de jugement. Et c'est très important. Parce qu'en fait, je ne juge aucune des choses qui me sont envoyées dans ces ateliers-là, parce que les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mon travail, c'est de faire en sorte que, pas de les convaincre tout de suite, mais de les convaincre à terme. Et si je les convainc pas, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas dans la bonne entreprise au bon moment et pour ça. Et ils n'étaient pas forcément alignés. Ça ne sera pas grave sur le long terme pour eux. Ils iront faire autre chose ailleurs ou ils resteront là. Et puis nous, on s'adaptera aussi un petit peu à eux. Mais l'idée, c'est quand même surtout d'ouvrir la parole, en fait. D'ouvrir la parole parce que il n'y a rien de pire que les gens qui ne parlent pas et qui sont là par défaut, en fait, et qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans l'entreprise. Non, tout à fait. Et peut-être pour rebondir, je pense qu'aussi, dans les enjeux de mobilisation, il faut aussi accepter l'idée qu'on ne pourra jamais mobiliser personne. Et c'est totalement OK. Souvent, on parle d'un seuil qui, si je dis pas de bêtises, est autour de 30-40%. À partir duquel, dans une population, s'il y a 30 ou 40% qui adoptent un certain comportement, ça devient la norme.
Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui peut nous servir, nous, responsables RSE, à nous dépressuriser, effectivement, à nous dire que c'est pas grave. Et après, sur la mobilisation, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont très motivés, qui ont plein de très bonnes idées et qui ne sont pas forcément visibles. Donc je pense que tout l'enjeu, c'est aussi d'identifier ces personnes et s'appuyer sur ces personnes-là. Et après, nous, par exemple, quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire, c'est faire un système de capsules vidéo, par exemple, sur des témoignages pour que des personnes qui ont pris ces enjeux-là dans leur quotidien, dans leurs activités opérationnelles, puissent témoigner en disant bah voilà, moi ce sujet-là était important pour moi, je l'ai pris dans mon quotidien et c'est possible. Et je pense qu'effectivement c'est beaucoup en passant des messages positifs que ça peut marcher. Et après il y a aussi certaines formations typiquement qu'on a rendues obligatoires et ça a été vu avec le comité de direction parce qu'on considère que ça fait partie de la culture d'entreprise. Donc je pense qu'il y a toujours un peu ces deux niveaux-là, le niveau obligatoire pour avoir un peu le vernis et après s'appuyer sur un système de référents et de personnes qui peuvent dans l'entreprise mettre une dynamique aussi. Je suis passé rapidement sur la partie facilitation. J'y crois énormément parce que justement, c'est le moyen dans des ateliers d'aller capter la parole de manière plus précise parce qu'en fait, là, vous êtes dans une assemblée où il y a du monde. Vous rassemblez 10 collaborateurs dans une salle de réunion. Il y en a qui ne sont pas à l'aise avec le fait de parler devant les 9 autres personnes. Par contre, quand il va s'agir de travailler dans un petit coin sur un truc, on va obtenir de la matière. Et moi, ça a été un vrai changement se former à cette facilitation. Et du coup, ça me permet d'être plus précis dans ce qu'on va chercher. Et eux aussi sont plus à l'aise, d'ailleurs. Merci beaucoup. Il me semble qu'il y avait une dernière question qu'on va pouvoir prendre et après on clôturera ici. Qui avait une... Oui, c'était ici, Caroline. Merci. Merci pour votre retour d'expérience. Moi, je me posais la question par rapport à la feuille de route que vous êtes mené à amender, à revoir les objectifs et justement à se dire on les a pas atteints, mais c'est pas grave. Le but c'est d'avancer. Comment vous communiquez ça en interne? Est-ce que si justement ces objectifs qui sont, j'imagine, communiqués sur le site internet, en réunion et autres, est-ce qu'il n'y a pas après du coup une certaine défiance de se dire les objectifs changent toujours, on les a pas atteints, etc. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de situation ou sinon comment communiquer en interne par rapport à ces objectifs-là? Alors sur la non-atteinte des objectifs, je pense que c'est pas le sujet que de la stratégie climat en fait. On est abreuvé dans les entreprises d'indicateurs dans tous les sens, d'ambition et de feuilles de route et de business plan dans tous les sens. Et il y a des fois, on n'obtient pas les résultats. Et ce qui est le plus problématique, à mon sens, c'est quand il n'y a aucune explication au pourquoi du comment et pourquoi on revoit la stratégie. Je vous disais tout à l'heure, on est indépendant, nous, depuis 2018. Il y a eu à l'époque une stratégie qui a été mise en place. En ce moment, elle est en train d'être rediscutée. Elle est rediscutée à l'aune de quoi? De tout un tas d'indicateurs qui ont été présentés à tout le monde et expliqués à tout le monde. À tout le monde, au moins aux gens qui sont en capacité de participer à cette définition-là. Et derrière, on remet sur la table la stratégie et on la réadapte. Et en fait, si vous modifiez tout, mais que vous dites rien à personne, il n'y a rien de pire que de ne pas communiquer, en fait. On peut... et je pense que les gens sont en capacité de comprendre, en plus, que des fois, c'est pas possible. De toute façon, dans toutes les démarches, qu'elles soient actes ou autres, il y a une question qui n'apparaît pas ici, mais il y a forcément des investissements qui sont associés à ça. Et la capacité d'investissement d'une entreprise, elle ne dépend pas que de la stratégie climat, elle dépend de ses piliers financiers, souvent. Et il y a des moments où, moi je suis sur une stratégie à 6-7 ans, il y a des moments dans ces 6-7 ans où les piliers ne sont pas aussi forts que ce qu'on voudrait, et il faut savoir attendre. Et en principe, les gens sont capables de le comprendre. Et moi, j'utilise très souvent l'expression auprès de mes collègues, c'est-à-dire que on ne peut que se réjouir d'avoir une gestion en bon père de famille. Et en principe, ça leur parle bien parce que c'est leur quotidien aussi.
Non, je pense qu'effectivement, les explications et accompagner le rationnel de, par exemple, de pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint un objectif, c'est vraiment la clé du problème. Et surtout aussi, commencer une mise en action. Commencer à dire, OK, peut-être qu'on n'a pas atteint les objectifs là, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour les atteindre la prochaine fois? Donc je pense que voilà, explication et mise en action, c'est vraiment les 2 points clés. Et ça me fait aussi penser que ce qui est compliqué en fait, dans les stratégies climat, c'est que des fois, ça va être des objectifs qui dépendent pas que de nous, notamment sur le scope 3. Et puis, il y a aussi le fait que, par exemple, dans une trajectoire de décarbonation, nous, par exemple, aujourd'hui, on ne prend pas en compte forcément toutes les évolutions liées au business. Et c'est là où c'est intéressant aussi de faire l'exercice du bilan carbone chaque année pour suivre justement ça et pas être surpris de l'atteinte, ou de la non-atteinte d'un objectif et d'avoir vraiment un suivi pour pouvoir aussi anticiper potentiellement le résultat final. Eh bien, merci à tous les deux pour vos retours d'expérience. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci à tous. Bonne journée.